de facturation. Donc, comme accélérer ou ajuster les délais de paiement. Alors, accélérer, c'est pour être payé, et puis ajuster les délais de paiement, c'est pour payer ses fournisseurs. Optimiser ses processus internes, c'est-à-dire rationaliser la manière dont on produit ses factures, et on sait que c'est assez chronophage. Parfois, ça mériterait une organisation un peu meilleure, et en tout cas, il ne faut pas que ça prenne plus de temps que ça ne le mérite réellement. Ça permet également de réduire des coûts, parce que voilà, traiter des factures, on sait que c'est des coûts, et plus c'est rapide et automatisé, mieux ça vaut. Le quatrième point, c'est dire oui aux clients souhaitant dématérialiser déjà. Vous pouvez avoir parmi vos clients certains qui disent « mais moi, je n'accepte plus que de recevoir des factures électroniques, donc envoyez-moi une facture au format électronique ». Et cette facture au format électronique, ce n'est pas simplement un PDF joint à un email. Ça doit, comme je le disais tout à l'heure, avoir une signature électronique intégrée et puis un archivage en parallèle dans un coffre-fort numérique. Et pour bénéficier de ces services-là, il faut passer par un prestataire qui vous permet justement de répondre à tous ces critères-là. Ensuite, passer à son rythme à la facture électronique, c'est l'avant-dernier point, c'est quelque chose qui est très intéressant, c'est-à-dire que plutôt que d'attendre la veille de la réforme et se dire oh, il ne me reste plus que 24 heures pour tout basculer, autant y aller progressivement et puis bénéficier des services qu'on propose qui consistent à envoyer des factures électroniques aux clients qui le souhaitent, mais à continuer à envoyer des factures au format papier aux clients qui souhaitent rester au format papier. Ce qui vous permet en fait de basculer de manière très progressive d'un tout papier vers un tout numérique, et puis au moment où la réforme entre en vigueur, d'être prêt à franchir la dernière marche qui resterait à franchir à ce moment-là. Et donc anticiper la conformité réglementaire finalement longtemps à l'avance. Alors, ensuite, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a deux aspects. Il y a la dématérialisation des factures que vous envoyez à vos clients et puis la dématérialisation des factures que vous recevez de la part de vos fournisseurs. Donc, c'est en fait deux solutions. Alors, on va commencer par regarder la première qui concerne la facturation de vos clients et vous expliquer en vraiment, j'espère très simplement, je ne vais pas entrer trop dans le détail, hein, mais comment ça fonctionne. Bon, c'est simple, vous avez en bas 4 chiffres, hein, 1, 2, 3, 4, qui vous montrent la chronologie. Alors, en amont de tout ça, on va prendre quelques échantillons de vos factures et puis on va y associer une règle de paramétrage. Bon, ça c'est quelque chose qui est assez rapide. Ensuite, on vous ouvre des droits d'accès à une interface web, donc interface web Maileva bien sûr, et votre service facturation, où la personne chez vous qui s'occupe d'émettre les factures n'aura plus qu'à déposer le lot de factures, donc sorti de votre outil de facturation, sur cette interface. Donc ça, c'est l'étape 1. En étape 2, il va se passer une chose de manière automatique, c'est-à-dire que les factures qui ont pour vocation à être envoyées de manière dématérialisée partiront soit par email, mais encore une fois, un email avec une pièce jointe signée et archivée, soit publié sur ce qu'on appelle un portail, c'est-à-dire une interface sur laquelle votre client va venir télécharger la facture qui lui est destinée. Soit l'envoi sera dématérialisé pour les clients du secteur public, donc sur la plateforme Chorus Pro. Et puis, pour les clients qui n'entrent dans aucune des deux premières catégories, la facture sera automatiquement imprimée, mise sous pli, affranchie et remise à la poste le jour même si le dépôt nous parvient avant 14 heures. Alors, ces envois papier, en fait, ils sont gérés par nos centres d'impression. On en a 2 en métropole et 3 dans les départements d'outre-mer. En fait, ce sont des sites entièrement automatisés qui produisent environ 250 000 plis par jour et qui donc reçoivent de manière informatique les fichiers que vous avez déposés sur l'interface web et puis automatiquement on les imprime, on les met sous pli, on les affranchit, on les remet à la poste de manière extrêmement rapide. En 3, les factures évidemment sont archivées pour répondre aux exigences réglementaires dès aujourd'hui. Et puis en 4, vous avez un suivi des envois et chaque acteur reçoit en fait une notification ou un suivi qui lui est propre. Et puis vous avez des petits tableaux de bord avec des statistiques qui vous permettent de mesurer le nombre, le volume, la fréquence, etc. des envois que vous avez faits avec des filtres possibles par client et d'autres critères. Voilà, donc très simplement, passer à la facture électronique aujourd'hui,
c'est bon, évidemment, adhérer au service de Medeva pour ce faire. Et puis ensuite, simplement, tous les mois ou toutes les semaines, en fonction de votre rythme de facturation, ou au jour le jour, si vous le souhaitez, déposer les factures ou les fichiers PDF des factures sur une interface et après, tout se passe tout seul. Alors, bon, tout ça, je viens de le dire, donc je vais pas revenir dessus très longtemps. Ce qui compte, c'est à droite le fait qu'on ait un accompagnement, c'est-à-dire que, bien entendu, on ne vous laisse pas tout seul pour ça. On prend évidemment un échantillon de vos factures pour créer les règles de paramétrage. On vous explique comment faire les dépôts, les premiers dépôts, comment ça fonctionne. Et puis, en cours de vie de votre vie de client, vous avez évidemment la possibilité de faire appel à nos services pour poser toutes les questions nécessaires. Et ça, c'est opérationnel à partir de quand, Stéphane? Ah ben, c'est opérationnel depuis plusieurs années déjà, donc c'est opérationnel dès maintenant pour qui souhaitent. Hein. Tous les jours, de nouveaux clients font appel à ce service-là. Encore une fois, on avance de phase même par rapport à la réforme qui Ah rendra tout oui? ça obligatoire, voilà, mais c'est pas parce que c'est pas obligatoire que ça n'est pas déjà cadré par des règles et avec des solutions qui répondent comme celles que je viens de décrire là. Donc c'est disponible dès maintenant. D'accord. Et question bête, parce que je vais la poser, on la pose pas, mais moyennant un coût, comment ça se passe? C'est un Oui, bien sûr. abonnement à la Alors, plateforme? bien sûr. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a évidemment un abonnement à la plateforme. Il y a un petit coût de mise en œuvre pour réaliser les paramétrages et la mise en place du dispositif. Et puis ensuite, c'est un coût à l'unité, c'est-à-dire à la facture produite. Alors, si elle est électronique, évidemment, c'est un certain prix. Si elle est papier, c'est un autre prix qui intègre la prestation d'impression de mise sous pied, etc. Et puis évidemment, le timbre, la franchise L'expédition. fournie par la poste. Voilà. Ok. Alors ça, nous, on commence, hein, on fait bien d'en parler parce que c'est un sujet, comme on disait tout à l'heure, qui a été, on va dire, repoussé. Il n'est pas, et il faut, voilà, on se rejoint tout à fait. Il faut qu'au niveau de nos entreprises, on soit conscient que ça va arriver vite, hein. Donc, il faut commencer à être opérationnel, il faut commencer à s'y mettre et puis à utiliser ces outils, à regarder un petit peu ce qui se passe pour le jour J où ça arrivera, ne pas être pris au dernier moment, comme on le disait tout à l'heure. Ça, on est tout à fait C'est d'accord ça. sur, Et puis de sur ces gérer une transition, c'est-à-dire que dans un premier temps, peut-être qu'en 2024, 10% de vos factures seront électroniques, 90% seront papier au début, et puis ensuite ce sera peut-être 20% d'électronique, 80% de papier, puis 30-70, et puis progressivement tout ça va s'inverser. Mais ce qui compte, c'est que quel que soit le rythme et le taux de dématérialisation, le geste pour l'entreprise qui l'utilise est le même. Ça consiste tous les mois ou toutes les semaines ou tous les jours, encore une fois, à déposer un fichier sur l'interface et derrière, le tri, les aiguillages, etc., se font de manière automatique. Donc, euh, c'est aussi un confort d'utilisation qui permet d'arriver, encore une fois, au 100% de dématérialisation à terme, mais en étant passé par toutes les étapes intermédiaires sans rien changer. Ouais, C'est ça qui est intéressant. tout à fait. Alors ensuite, alors autre aspect, c'est la facture fournisseur. Donc la facture que l'on reçoit, que vous recevez de la part de vos fournisseurs, donc un petit peu tous les jours, quel que soit d'ailleurs le mode. Alors là, c'est un autre outil qui permet quatre choses qui sont résumées dans les petits cadres que vous voyez au milieu, la centralisation, l'approbation, le paiement et la synchronisation. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Dans un premier temps, c'est la centralisation. Donc, vous recevez des factures de vos fournisseurs qui peuvent vous arriver par courrier, par mail, de manière électronique, remis en main propre, enfin bref, de plein de manières. Aujourd'hui, le fait d'avoir comme ça plusieurs modes fait que c'est peut-être un petit peu compliqué de gérer. Donc, la première chose que permet cette solution, c'est la centralisation, c'est-à-dire que la facture arrive par email, qu'elle arrive par courrier, qu'elle soit remise en main propre ou par tout autre moyen, euh, la facture va, à un moment donné, intégrer et rentrer dans la solution en question. Donc, si elle est nativement électronique, il reste assez simple. Si elle arrive en papier, il suffit de la prendre en photo avec son téléphone, par exemple, et automatiquement, toutes les factures, quel que soit leur canal d'entrée, vont se retrouver au même endroit. Ça permet pas mal de choses. Ça permet déjà d'éviter de recevoir ou de payer une facture en double si elle est arrivée. Ça peut arriver par deux biais différents, par deux moyens différents. Ça permet également d'avoir une vue en un seul endroit de l'intégralité des factures. Et puis, ça permet de
lire, en fait, on va à ce moment-là lire les données qui figurent à l'intérieur de ces factures et gérer, par exemple, les échéances de paiement pour que les paiements soient déclenchés au bon moment, c'est-à-dire ni trop tôt, parce que c'est idiot de perdre de la trésorerie, ni trop tard pour éviter d'avoir à payer des pénalités. Donc cette centralisation, c'est vraiment la première étape. Et demain, quand la réforme sera effective, l'autre biais d'entrée, évidemment, seront les fameuses PDP. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un peu technique, mais l'outil et la fameuse plateforme de l'État qui centralisera tous les mouvements de factures permettra également de recueillir les factures par ce biais-là, dans cet outil-là, au titre de la centralisation. La deuxième case, c'est l'approbation, c'est-à-dire qui finalement valide qu'une facture doit être payée. Donc là, il est possible de définir, encore une fois, à l'intérieur de cette solution-là, un circuit de validation et d'y émettre des conditions en disant les factures de plus de 1 000 euros, par exemple, doivent être validées ou les factures venant de tel fournisseur doivent être validées et par qui. Voilà. Et de comme ça, créer des circuits qui font qu'aucune facture ne peut passer au travers d'une validation en bonne et due forme. Le troisième module, c'est le module de paiement. Alors ça, ça facilite beaucoup la vie. C'est-à-dire ça consiste, dans un premier temps, évidemment, à préparamétrer les comptes bancaires, etc., des fournisseurs, et ensuite de déclencher les paiements en un clic, ce qui, évidemment, va beaucoup plus vite qu'à chaque fois de saisir des ordres de virement ou un autre moyen, et donc de déclencher des paiements soit manuellement, soit de programmer des paiements, encore une fois, en fonction des dates censées être les dates de paiement, de manière à ce que tout ça se passe automatiquement et sans qu'il y ait plus que ça à faire. Le quatrième point, c'est ce qu'on appelle la synchronisation. Toutes les données qui sont extraites des factures sont évidemment rangées dans des tables, des tables informatiques, et peuvent être réexportées vers les outils, vos outils comptables si vous gérez votre comptabilité en interne, ou les outils de votre expert comptable si c'est lui qui gère votre comptabilité. Et ça permet de manière transverse d'analyser des flux, de mettre en parallèle des montants à dépenser et des éléments de trésorerie, de manière à gérer au mieux et de piloter au mieux sa trésorerie en fonction de tous ces éléments-là. Voilà. Donc ça, c'est une solution qui existe également depuis plusieurs années, qui équipe plusieurs dizaines de milliers en réalité de petites entreprises en France. Soit les entreprises utilisent elles-mêmes, soit en lien avec leur expert comptable, les deux sont possibles. Les derniers points que j'ajouterais, c'est que les documents qui peuvent être traités par cette solution sont soit des factures, mais également les bons de commande et les bons de livraison pour faire des rapprochements, évidemment, entre tous ces éléments-là, de manière à comparer les montants et à vérifier que tout ça est bien conforme. Voilà, bon, en deux mots, c'est les interfaces telles qu'elles se présentent. Donc, vous voyez là, à gauche le partie réception. Donc, toutes les factures que vous avez reçues ou scannées avec votre téléphone apparaissent dans une liste. Et puis, à droite, vous avez un deuxième écran qui reprend en fait les factures dans le cadre de leur circuit de validation, donc par qui elles sont à valider, sous quel délai, etc. Voilà, je ne vais pas tout détailler, mais visuellement, ça ressemble à ça. Voilà. Alors, on va changer maintenant un peu de sujet, même si finalement, alors je parlais de factures envoyées par courrier, ça se rapproche un peu. C'est l'externalisation du courrier simple et du courrier recommandé. Alors, là, on sort du domaine de la facture. On peut parler de n'importe quel type de courrier. Ça peut être un courrier d'info à vos clients pour leur signifier la mise à jour de vos conditions générales. Ça peut être une info concernant un déménagement. Ça peut être, enfin bref, tout la prospection publicitaire. Enfin bref, ça peut être tout ce qui est production de courrier physique, mais sans, encore une fois, que vous n'ayez à toucher ni une enveloppe, ni à une feuille de papier. Alors, j'ai distingué en deux cas de figure, le courrier simple et le courrier recommandé. Il y a une petite particularité pour le courrier recommandé, même si dans les grandes lignes, c'est à peu près la même chose. Alors, le courrier simple, comment ça fonctionne? Donc, vous connectez à, encore une fois, une interface web, qui est d'ailleurs la première qu'on avait vue en parlant de la facture client.
Donc, depuis, évidemment, une connexion sécurisée, soit vous avez un mode publi-postage à faire, c'est-à-dire une même communication envoyée à des dizaines, des centaines, ou pourquoi pas des milliers de destinataires, auquel cas vous allez charger un fichier Excel avec l'ensemble des destinataires, le modèle de document que vous souhaitez envoyer, et puis nous, on va se charger de faire le publi-postage de tout ça, de mettre tout ça en forme, de lancer les impressions, encore une fois, sur notre site qu'on appelle Editic, un site de production de courrier qui traitera pour toutes les demandes qui nous arrivent avant 14 heures le jour même et remettra en poste le soir même. Donc, faire de la mise sous pli, on apposera la marque d'affranchissement et on remet à la poste, qui est un camion qui passe 2 fois par jour et qui donc va déposer ensuite, intégrer les courriers dans son circuit de distribution. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Et puis, ça permet également de traiter. Donc là, j'ai parlé d'un publi-postage à partir d'un fichier Excel et d'un modèle de document unique pour tous les destinataires. Parallèlement à ça, on peut également traiter des documents qui sortent d'une application, d'un logiciel métier, alors typiquement des factures, mais ça peut être d'autres choses, où là, on va créer une règle de paramétrage et vous permettre de réutiliser cette règle autant de fois qu'il est nécessaire pour déposer les documents de même type. Le processus qui sera suivi sera exactement le même. On imprime, on met sous pli, on affranchit, on met à la poste. Tout ça est exactement la même histoire. Alors, il y a quelques options qui sont disponibles. L'archivage électronique, la gestion des plis non distribuables, c'est-à-dire de vous remonter en retour un fichier dans lequel on vous indique tous les plis qui n'ont pas pu être distribués, l'introduction de champs de personnalisation, évidemment, l'insertion d'enveloppes retour, ce qui peut être utile si vous avez besoin de recevoir par exemple, des chèques en retour de paiement. Et puis, ensuite, la partie recommandée, je vais y venir juste après. Bon, ça, c'est juste, encore une fois, un exemple d'interface web qui vous permet d'opérer ces traitements-là. Donc, vous voyez, à gauche, vous avez la liste de ce qui est possible, courrier simple, recommandé, recommandé dématérialisé, etc. Et puis, on va vous demander d'importer un document, d'importer un fichier. Enfin, je ne vais pas vous faire tout le descriptif, mais ça se passe de cette manière-là avec des interfaces, vous voyez, qui sont assez simples et intuitives d'utilisation. On va passer à la diapo suivante. Alors, le courrier recommandé. Alors, le courrier recommandé, il y a deux possibilités. Soit c'est un recommandé papier, soit c'est un recommandé 100% électronique. Alors, le recommandé papier, c'est à peu près la même chose que ce que j'ai montré précédemment pour le courrier simple. Donc, c'est un courrier que vous allez déposer sur l'interface web et qu'on va produire pour votre compte. Simplement, il y a quelques particularités. Par exemple, alors je ne vais pas tout parcourir, mais en bas à gauche, on parle de délai de distribution. Un courrier recommandé papier, aujourd'hui, c'est, en passant par la poste de manière classique, c'est une distribution en 3 jours. Avec Medeva, vous avez la possibilité de rester en 3 jours si vous le souhaitez, mais vous avez la possibilité de raccourcir ce délai de distribution à 2 jours. Voilà. Si il est urgent que le recommandé arrive à son destinataire, ce qui est quand même assez souvent le cas. Ensuite, vous avez des émissions en haut à droite de preuves, parce que c'est un courrier recommandé qui a exactement évidemment la même valeur que le courrier que vous iriez déposer à la poste. Et donc, ça veut dire qu'on va générer un certain nombre de preuves qui seront des preuves électroniques et pas physiques, mais qui auront la même valeur. Donc, une preuve de dépôt, une preuve de distribution, etc., exactement comme un courrier recommandé classique. L'intérêt aussi de cette offre, c'est que lorsque vous envoyez un courrier recommandé, il y a en général, le plus souvent, un accusé de réception que vous attendez en retour. Cet accusé de réception, avec les offres actuelles, c'est un petit coupon rose qui revient par la voie postale dans un délai qui est de quelques jours, parfois plus, etc. L'intérêt ici, c'est que l'accusé de réception, il est électronique, c'est-à-dire que lorsque le facteur remet le pli, il va flasher en fait un code barre qui est visible à travers la fenêtre du courrier et ça va remonter une information qui sera disponible avec une routine qui tourne toutes les 6 heures. Donc, ça veut dire qu'au maximum 6 heures après la distribution, vous avez l'information comme quoi le courrier a bien été distribué, donc ce qui est évidemment beaucoup plus rapide que d'attendre le retour du petit coupon rose. Et puis enfin, vous avez un archivage en parallèle à ce qu'on appelle la vocation probatoire, c'est-à-dire qui répond à un certain nombre de normes AFNOR, qui vous permet de conserver les preuves
de contenu du pli. C'est-à-dire que vous avez la preuve de ce que vous avez envoyé, au-delà du fait d'avoir envoyé un pli recommandé, vous avez la preuve de ce qu'il contenait. Et ça, c'est également une originalité, hein. Ce n'est pas le cas quand vous envoyez un recommandé classique. Et ensuite, cette durée d'archivage est de 3 ans par défaut, systématiquement. Et puis après, on peut la prolonger à 6 ou 10 ans si il est nécessaire de le faire. Et puis enfin, vous avez un suivi, évidemment, en temps réel sur votre interface web, des statuts de production, c'est-à-dire est-ce que mon pli a été produit, est-ce qu'il est parti à la poste, ou est-ce qu'il y a un problème et puis finalement il a été rejeté. Dans ce cas-là, il faut que peut-être j'apporte une correction et je le rejoue. Et puis évidemment, un suivi des statuts postaux qui vous permet de dire s'il est en distribution, distribué, non distribuable, et puis s'il est en attente au bureau de poste, par exemple, pendant la durée des 15 jours légaux. Voilà pour le recommandé. Et puis, cette gamme de recommandés, donc, qui existe depuis 2006. Hein, le recommandé papier, c'est quelque chose de très ancien, avec une évolution qui a eu lieu l'année dernière pour le recommandé papier. Et puis, à côté de ça, on a également un service de recommandé 100% électronique, donc on commercialise chez Medeva depuis 4 ans maintenant, alors qui permet une émission à travers des interfaces web, exactement comme le recommandé papier. Par contre, la distribution de plis se fait de manière 100% électronique vers le destinataire. Donc là, il n'y a plus de papier du tout. L'intérêt, c'est que bon, vous avez des interfaces qui sont à peu près les mêmes. Vous pouvez faire de l'envoi multidestinataire, vous pouvez envoyer des gros fichiers jusqu'à 256 mégas. Vous avez pareil un suivi en temps réel de la distribution et puis accès aux preuves d'envoi, de distribution, etc. de manière immédiate. Et puis tout ça répond, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais c'est des processus sécurisés qui sont normés au niveau européen d'une part et au niveau français d'autre part, la réglementation française ayant un petit peu durci en fait la réglementation européenne par rapport à ce qu'elle est à l'origine, de manière à garantir une stricte équivalence entre un recommandé papier et un recommandé 100% électronique comme celui qui est ici. Donc EIDAS, c'est, on va dire, la réglementation européenne. Et R24, c'est l'opérateur de ce recommandé électronique, qui est une société qu'on a rachetée il y a 4 ans. Voilà, et donc qui faisait ça avant, qui maintenant donc, le fait pour le compte du groupe La Poste. Voilà. Donc vous avez le choix entre envoyer un recommandé papier, envoyer un recommandé électronique. Le point commun entre les deux, c'est que ce sont des envois que vous faites à travers des interfaces web. Hein, dans les deux cas, vous ne touchez pas un bout de papier. Par contre, le destinataire, lui, dans un cas, va recevoir un recommandé papier comme aujourd'hui, et dans un autre cas, il recevra un recommandé électronique, c'est-à-dire un email qui lui permettra de se connecter, de s'authentifier et d'accéder au contenu du document qui lui a été envoyé. Et ce qui est important, c'est la dernière ligne, la conformité RGPD, parce que ça fait partie aussi des points sur lesquels il faut être vigilant avec tous les outils où on exploite les données d'individus. Bien entendu, bien entendu. Juste pour ajouter dans ce sens-là, donc le côté réglementaire est extrêmement important. Et sachez par exemple que R24, par ailleurs, une de ses autres activités, c'est de faire les certifications pour l'identité numérique La Poste. Donc, vous voyez, c'est des choses extrêmement cadrées en termes de conformité à tous les règlements qui peuvent exister. Tout ça est extrêmement sécurisé et sérieux. Alors, je voulais juste terminer. Oui, je vais dépasser peut-être un petit peu. Non, non, on est bon, on est bon. On est C'est bon, bien. bon, très Ouais, bien. ouais. Alors, par le bulletin de paye électronique et quelques mots de Digipost. Alors, comme vous le savez peut-être, vous êtes peut-être vous-même utilisateur d'un coffre-fort Digipost. Donc, c'est une solution qui a été lancée par La Poste il y a maintenant une bonne dizaine d'années et qui, depuis des évolutions réglementaires récentes qui figurent juste sur la diapo d'après, voilà, merci, permettent depuis 2016, et c'est à partir de cette date-là en fait que l'usage des coffres-forts Digipost a vraiment explosé, de déposer des bulletins de paye de manière, alors je dirais pas forcée parce que c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas, en 2016, il s'est passé une chose importante, c'est que on a eu une inversion de la charge du consentement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis cette date-là, vous envoyez un coffre, enfin un bulletin de paye dématérialisé à vos salariés à partir du moment où ceux-là ne vous ont pas dit non. Ça veut dire qu'un salarié qui dit oui ou un salarié qui ne dit rien,
reçoit un bulletin de paye électronique et un salarié qui expressément manifeste son refus va continuer à recevoir un bulletin de paye papier. Forcément, à partir du moment où on est entré dans cette logique-là, alors qu'avant c'était l'inverse, il fallait que le salarié expressément dise oui, ça a augmenté de manière considérable la diffusion des bulletins de paye dans les coffres-forts Digipost. Alors, Meleva propose évidemment une solution qui permet aux entreprises de lancer les bulletins de paye et de les diffuser dans les coffres-forts qui sont ouverts par les salariés ou pour le compte des salariés de manière automatique s'ils n'en ont pas encore. On peut passer à la diapo d'après. Alors, c'est encore une fois assez simple, hein. Donc, ce que je viens de décrire là, hein, le fait que les salariés ont une tacite acceptation à partir du moment où ils ne refusent pas, ça s'appelle l'opt-out. Bon, c'est un terme voilà, qui est comme ça. Le principe, c'est que il faut communiquer au minimum 30 jours à l'avance auprès de ses salariés pour les informer qu'on va passer sur un mode électronique. Et ensuite, comme pour la facture, comme pour le courrier simple, courrier vraiment, etc., vous accédez à la même interface web et vous déposez votre lot de bulletins de paye. Bulletin de paye, donc en lot, hein, vous avez 2, 5, 10, 100 salariés, je ne sais pas. Vous allez donc faire ces dépôts-là. Ensuite, automatiquement, il va y avoir un flux qui va se couper en deux parties. Les salariés qui n'ont pas refusé recevront leur bulletin de paye dans leur coffre Digipost quelques heures après votre dépôt. Et puis ceux qui expressément ont souhaité ne pas recevoir de bulletin de paie électronique recevront par courrier, donc produit toujours pareil sur les mêmes centres d'impression, leur bulletin de paie par voie postale. Derrière, vous avez évidemment le suivi dans votre espace client des documents qui sont envoyés. Vous avez la liste des salariés qui ont accepté ou pas les coffres, hein. Vous pouvez vous-même modifier ces choix. Enfin bref, c'est extrêmement souple d'utilisation. Et c'est vrai qu'une fois par mois, vous n'avez qu'à déposer votre fichier PDF sur cette interface pour faire cet envoi. Alors, pour bénéficier de cette offre-là, vous avez finalement plusieurs manières de faire en fonction du nombre de salariés que vous avez. Si vous avez un nombre important de salariés, vous pouvez faire appel à Maileva et on va gérer ce qui est décrit ici. Si vous avez un nombre petit, plus faible de salariés, moins de 10 par exemple, vous allez pouvoir directement contacter Digipost qui a une solution spécifique pour ça, avec des interfaces qui sont un petit peu différentes, mais qui finalement aboutissent à la même logique pour dématérialiser en fait vos bulletins de paye vers vos salariés. De plus en plus d'entreprises, parallèlement à ça, mettent dans le contrat de travail le fait que le salarié accepte la dématérialisation de son bulletin de paye. Comme ça, la question ne se pose plus par la suite. Voilà. Par ailleurs, le coffre-fort Digipost permet, au-delà du bulletin de paye, de recevoir d'autres types de documents, comme par exemple des documents de fin de contrat, quand un salarié termine son contrat, quel qu'en soit le motif évidemment, soit associé au bulletin de paye en annexe, soit carrément à part du bulletin de paye. Voilà. Le coffre-fort Digipost permet aussi, par ailleurs, et toujours pareil en souscrivant directement auprès de Digipost et pas auprès de Meleva, d'avoir accès à un coffre-fort d'entreprise qui vous permet de stocker des documents dans un environnement ultra sécurisé, par exemple les documents les plus sensibles que vous pourriez avoir. Toujours pareil, ça c'est à souscrire auprès directement de Digipost et de leur service si ce dispositif-là peut vous intéresser. Voilà, j'en ai terminé. Alors, donc, en résumé, je vous ai parlé de facture électronique version client, version fournisseur, d'externalisation de la production de courrier papier simple et recommandé, de courrier recommandé tout électronique, et puis de dématérialisation des bulletins de paye et d'autres documents RH dans des coffres-forts Digipost pour terminer. Si vous avez plus d'informations, si ces sujets-là vous intéressent, que vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez soit vous connecter sur le site meleva.com, vous avez une rubrique très visible qui s'appelle « Contactez-nous », vous saisissez vos coordonnées et puis on vous rappelle,
ou alors vous appelez directement au numéro qui s'affiche 0809 10 56 7 8. Ou vous pouvez également contacter le 3634 à la poste si vous êtes habitué à utiliser ce numéro d'appel-là. Donc, c'est les plateformes d'appel de la poste 3634 qui, évidemment, connaissent également ces solutions-là et qui peuvent vous en parler. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, de mon côté, alors je suis en train de regarder. Euh, non, j'ai. Alors, on nous demande si les documents, on pourra les envoyer par mail. Je pense que oui. Les supports, il n'y a pas de souci, Pas de souci, bien Stéphane, sûr. Non, non, on aucun peut les souci. diffuser, Bien hein. sûr. Non, je pense on était très très clair. Et puis, je reviens à ce qu'on évoquait tout à l'heure. Je pense au niveau de la facturation électronique, hein, on se refera certainement des piqûres de rappel dans les mois et les petites années à venir parce que voilà, on avait déjà commencé à travailler sur le sujet et puis on était un petit peu interrompu par les annonces du gouvernement, mais on se rejoint tout à fait. Il faut qu'on continue à travailler sur ce sujet. Alors, j'ai deux petites questions. Alors, évidemment, on va revenir à ce qu'on évoquait tout à l'heure. Les coûts des abonnements et les coûts au niveau de la facturation électronique. On va être terrain ce coup-ci, un petit Ah peu ben, très plus. bien, très bien. Alors, euh, l'abonnement, ça commence à 120 € par an pour le moins cher des abonnements. Et ça peut aller jusqu'à 1250 € par an. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? C'est tout simplement que moins l'abonnement est cher, plus le coût unitaire sera Mhm. élevé et inversement. Donc, en fonction de vos volumes, on va plutôt vous orienter, si vous avez des volumes faibles ou moyens, vers le premier niveau d'abonnement, et puis si vous avez des gros volumes, vers le niveau le plus élevé. Bon, voilà, tout ça, c'est assez logique. Alors, si on prend le niveau d'abonnement à 120 € par an, donc c'est 10 € par mois, hein, c'est pas vraiment grand-chose, ça vous donne donc accès à la plateforme. Et à partir de là, les coûts unitaires, une facture, c'est de l'ordre de 50 à 60 centimes l'envoi pour une facture électronique, qui comprend donc l'expédition, l'archivage 11 ans, à vocation probatoire dans un coffre-fort, la signature électronique qui est apposée dessus, évidemment, au moment où on fait l'expédition. Voilà, donc c'est cet ordre de grandeur-là, 60-70 centimes, après ça va dépendre des volumes et du poids également que fait votre facture. Les prix que je donne ici sont jusqu'à 300 kilooctets pour un document, pour une facture. Bon, Ouais. ce qui est C'est déjà déjà pas mal. Ouais. pas mal. Voilà, et puis une facture papier, puisqu'évidemment, les factures vont partir en papier pour là où les clients souhaitent continuer à les recevoir en papier. Là, vous avez un coût d'impression qui est de l'ordre de entre 30 et 40 centimes. Et puis, ce qu'on vous propose, par contre, c'est une réduction sur la partie affranchissement de l'ordre de 30%. C'est-à-dire que quelque part, vous allez quasiment récupérer le coût d'édition sur l'économie que vous allez réaliser sur le timbre. Parce qu'en Ouais. fait, on va massifier les clients, enfin les plis de tous nos clients, donc donner accès à des tarifs grands comptes auxquels vous n'avez pas accès tout seul individuellement, évidemment, parce qu'il faut des volumes Moi, importants, c'est le volume qui va faire baisser le coût, qui ferait évidemment. baisser le prix. Et donc, on vous donne accès en fait aux tarifs mutualisés avec l'ensemble de nos clients. Et c'est une réduction de 30-40 centimes facilement par pli. Voilà. Alors, on a une petite question. Alors, je pense qu'on va y répondre de deux façons. Dans un salon de coiffure, comment est-ce que ça va marcher, le type de facture? Ah, Alors, euh, il y aura. Alors, bah, je laisse Stéphane répondre et puis éventuellement on complète après l'un et l'autre. bien sûr, bien sûr. Alors, en fait, tout ce que j'ai dit là, j'aurais dû le préciser au début, ça concerne le B2B, Ouais. évidemment. Donc, la facturation d'entreprise à entreprise pour tout ce qui est facture client, hein. Euh, la facture d'un particulier entrera dans un autre cadre réglementaire qu'on appelle le e-reporting. Enfin, c'est quelque chose Ouais. de différent et qui n'entre pas là-dedans. Donc, si par contre vous facturez, alors c'est possible qu'un salon de salon de coiffure facture des entreprises, parce qu'il y a peut-être des contrats avec, je ne Avec sais une pas, maison de retraite, par exemple, on maison en de a des retraite fois. par exemple. C'est Donc là, ça. effectivement, on rentre dans ce cadre-là. Exact. Voilà. Après, l'autre aspect, c'est la facture fournisseur. Donc là, votre fournisseur, c'est forcément une entreprise.
Et donc, tout ce que j'ai décrit dans le cadre de la réception des factures fournisseurs, c'est-à-dire la centralisation, la validation, le paiement automatique et puis les exports, enfin, l'export des données vers les outils comptables, tout ça, évidemment, s'applique à un salon de coiffure comme à n'importe quel type Mhm. d'entreprise qui reçoit des factures de la part de ses fournisseurs. Donc, je ne sais pas, là, en salon de coiffure, vous allez peut-être avoir du nettoyage, vous allez peut-être Bah, la avoir facture de téléphone, la de facture téléphone, d'électricité, du courant, de mobilier, enfin c'est bref, ça. tout ce qui fait la vie quotidienne du salon. C'est ça. Hein. Donc, pour compléter, il faut bien scinder deux trucs au niveau de nos entreprises. Il y a le côté réception des factures, notamment facture fournisseur, on va dire, pour simplifier un petit peu, puis l'émission qui sera l'autre côté de la barrière. Voilà. Voilà. Hein. D'ailleurs, en termes réglementaires, ces deux sujets sont posés dans le calendrier. Et le premier qui interviendra pour tout le monde, quelle que soit la taille des entreprises en 2026, c'est la réception des factures. C'est C'est-à-dire ça. que même si vous n'êtes pas, les petites entreprises sont plutôt à la fin pour l'émission. Par C'est contre, ça. pour la réception, ce sera tout le monde en même temps à la première échéance. C'est ça. Donc ça veut dire, 2026, on y est dans un an, un an et demi à peu près. On revient à notre discours de tout à l'heure. Il va falloir commencer à anticiper parce que voilà, c'est pas voilà, la veille qu'il faudra se réveiller en disant comment on fait, etc., etc. Hein. Donc plus on prend les choses en amont, mieux ça se passe, notamment avec tous ces outils que pour beaucoup d'entreprises, elles n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser ou de maîtriser. Bien sûr. Euh, ben voilà, alors je suis en train de vérifier. Toc, toc, toc. Pour les factures à l'export, alors, ah oui, ça c'est une question qu'on a déjà eue, mais là on est dans des aspects un petit peu juridiques. Comment ça va se passer? Mais là on sort un petit peu de notre cadre sur nos outils. Oui, bien Les sûr. factures direction l'exportation. Mhm. Bien sûr. Alors, la réglementation est propre évidemment à la France. Oui, Euh, L'important pour l'État dans ces réformes-là, c'est de maîtriser les flux, d'éviter le blanchiment, de tracer les fraudes à la TVA, enfin bref, c'est tout ça. L'export est un petit peu différent, évidemment. Donc, ça veut dire qu'on peut tout à fait envoyer une facture selon les moyens que j'ai évoqués tout à l'heure à l'export, ça n'a aucun problème. Par contre, les réglementations entre les pays étant différentes, les exigences de votre destinataire pourront être différentes. ouais. Euh, En France, on n'est pas du tout le premier pays à passer à ces dispositifs-là. Les pays d'Europe du Sud, notamment Espagne, Italie, Portugal, y sont déjà passés depuis un moment. Euh, on y arrive, mais chaque pays a pu mettre en place des réglementations un petit peu différentes, même si tout ça, ça se ressemble, ce sera un petit peu différent. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si vous envoyez un email avec la facture archivée, horodatée, signée, etc., par l'intermédiaire de notre solution, qu'elle arrive chez votre client et que lui accepte finalement cette manière de fonctionner, ça aura la même valeur, évidemment, Hein, enfin, ça aura la valeur nécessaire. tout à fait. Alors, un autre point sur lequel il faut être vigilant, et nous, on y est en particulier au niveau de la Chambre, c'est que, alors, avant que la réforme soit suspendue, on ne va pas dire abandonnée, on commençait à avoir des pseudo-vendeurs de plateformes ou des pseudo-personnes qui commençaient à solliciter nos entreprises en disant voilà, on y est, abonnez-vous, venez, etc. Et bon, nous, on est un petit peu dans la partie, on savait pertinemment que bah, c'était, j'ai utilisé volontairement un terme fort, c'était de l'arnaque, puisque on était vraiment sur des outils qui n'étaient pas du tout ni agréés, ni habilités, ni fiables, ni etc. Donc, s'il y a un message à faire passer aussi au niveau de nos entreprises, c'est d'être très, très vigilant par rapport à ces outils-là. Parce que je pense que d'ici un an ou deux, il va y avoir pléthore de pseudo-plateformes. Je ne sais pas si le terme est approprié, Non, mais il mais va falloir vous être avez très tout très à fait vigilant. raison. Vous avez tout à fait raison. Alors, en fait, tant que la réforme était prévue en 2024, il y a énormément de sociétés qui se sont créées, d'ailleurs certaines d'entre elles pour de vraies raisons, hein. Ah oui, oui. Le report, par contre, de la réforme fait que leur business plan a été considérablement remis en cause et beaucoup ont en fait arrêté avant même de démarrer parce qu'elles ne pouvaient pas tenir 2 ans de plus sans faire le chiffre d'affaires lié à la réforme. Bon. Après, à côté de ça, effectivement,
il y a beaucoup de gens qui cherchent à frauder dans tous les sens et cette réforme est une belle opportunité pour récupérer des coordonnées bancaires. On a vu des trucs assez, enfin, j'ai rigolo, c'est pas le terme, mais Oui. des gens qui interceptaient des factures envoyées par email, qui mettaient des coordonnées bancaires qui étaient les leurs à la place Mm. de celles qui étaient destinées pour recevoir les paiements sur leur compte et non pas sur le compte de l'entreprise qui normalement devait faire les virements. On a vu comme ça pas mal de choses. Donc effectivement, il faut être assez prudent dans le choix. Alors, il y a beaucoup de solutions sur le marché, tout à fait fiables et Mm. recommandables, hein, il n'y a pas de, il y Tout a à pas de fait. sujet. Par contre, effectivement, évidemment, dont les nôtres, hein, par contre, il faut effectivement être vigilant et bien voir s'il y a déjà des clients, combien, ce qu'ils font, qui ils Mm. sont, et puis ce qu'il y a derrière, comment sont les interfaces, enfin bref, pousser pas mal la recherche dans le détail. Alors, il y a une question, mais on y a déjà répondu, mais on va quand même remettre une petite piqûre de rappel. C'est une question de Virginie. On est bien d'accord que les outils dont on parle actuellement, c'est en direction des pros, c'est de pro à pro, hein, parce que la question de Virginie, c'est comment ça va se passer en 2026 avec des clients qui sont des personnes âgées, hein, je simplifie un petit peu sa question, qui ont du mal avec les outils numériques, etc. C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Là, on est orientation pro à pro. B2B, enfin, entreprise à entreprise. Voilà, c'est ça, Voilà. hein. Voire entreprise à collectivité, mais ça on Ou connaît déjà avec collectivité, Chorus enfin, Pro. personne morale, Voilà, on va dire. personne Personne morale morale, voilà. Mais en aucun cas, pour l'instant, on ne change notre façon de travailler avec sur les particuliers. les particuliers, hein. Une question de Yannick aussi, alors, toujours dans le problème des coûts. Si j'arrête mon abonnement, quid de mes factures qui ont été déposées dans la plateforme? Puisque normalement, je suis censé les avoir conservées pendant 10 ans. Si j'arrête mon Oui, bien abonnement, sûr, bien sûr. qu'est-ce que je fais? Que deviennent Alors, mes on documents? maintient. Non, alors ils ne sont pas perdus. On maintient. Vous ne pouvez plus faire d'envoi, mais vous pouvez toujours avoir accès aux consultations des documents qui ont été envoyés, que ce soit pour les factures, que ce soit pour les courriers recommandés, puisque tout à l'heure je parlais d'archivage de courriers recommandés, évidemment. Euh, et puis je pense qu'on va terminer. Ben voilà, on est bon. De mon côté, on est bon. Très bien, ben merci. Ben, c'est Votre moi, attention merci. et de vos questions. Voilà. On passe à Yann? Avec plaisir. Alors, j'ai 3 fichiers, il faut me dire lequel j'envoie, dans quel ordre? Alors, tu J'ai dois avoir Celius, là, tu as Celius Net, j'ai OpenNet, SMS. et Ouais. puis, Dans un premier temps, on va lancer OpenNet en fait. eh ben, on va lancer OpenNet. Tac. Alors, hop. Bah, tout d'abord, merci de l'invitation pour ce webinaire. Très heureux d'y participer. Je vais me présenter dans un premier temps. Donc, Yann Morland, je suis directeur adjoint du centre d'affaires à la clientèle des pros à la Banque Postale. C'est un long titre, mais en définitive, pour faire simple, la Banque Postale sur la Bourgogne-Franche-Comté, mon rôle, c'est d'accompagner mes collègues sur le terrain. Euh, on a nos clients, qui sont nos clients, ce sont des artisans, des commerçants jusqu'aux petites TPE à moins de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, ben, notre rôle, c'est de les accompagner de la création ben, jusqu'à la transmission. Jusqu'à la transmission, notre ADN, ben, c'est d'aller sur le terrain, voir nos clients et puis ben, pouvoir les accompagner à travers une multitude de services. Une multitude de services. Et à aujourd'hui, je vais aborder nos solutions numériques, je dirais, à notre niveau, tout ce qui est banque en ligne, avec les déclinaisons qu'on peut proposer en fonction de la typologie de client et puis des besoins, et puis tout ce qui est des solutions d'encaissement numérique qu'on met aussi à la disposition de nos clients. À aujourd'hui, si on va sur la banque en ligne, en fait, c'est devenu un réel outil qui permet donc à nos clients, quels qu'ils soient en définitive, de l'auto-entrepreneur jusqu'à la TPE à 3 millions d'euros, en fait, d'être un véritable assistant numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 3 niveaux d'accès à la banque en ligne. On va dire une banque en ligne standard, ou qui va vous permettre de la consultation, des virements, de recevoir vos extraits de compte, de communiquer avec votre conseiller sur des opérations simples, et puis qui est accessible à tous de base. Donc cette banque en ligne, en fait, on va déterminer ça pour des opérations simples. Et puis après, en fonction des besoins
des besoins et du développement de l'entreprise, on va pouvoir adapter ces solutions. Et donc, là, on peut le voir à l'écran, OpenNet, en fait, c'est notre deuxième niveau de banque en ligne, en définitive, qui va vous permettre, au-delà des services qu'on a évoqués auparavant, de consultation, de virement, d'échange, en fait, là, on a cette possibilité de faire des opérations par fichier. C'est-à-dire que dès qu'on dépasse un certain nombre d'opérations, il est clair que ça peut être très barbatif de saisir ces 20 virements de salaire, 15 virements fournisseurs. Là, on a cette possibilité d'aller télécharger directement ces fichiers issus de sa compta sur le site pour que nous puissions, nous, à notre niveau, traiter ces fichiers de virement. On a accès aussi à la possibilité d'émettre des prélèvements, toujours par fichier ou en unitaire, et puis aussi la gestion des traites. Donc là, on est sur un second niveau qui va permettre de répondre à certains besoins. Je tiens à préciser qu'à aujourd'hui, on l'a évoqué avec l'intervention précédente, sur un environnement qui est très, très sécurisé. Tout se passe sur notre plateforme sécurisée et toutes les opérations, en définitive, vont être validées via un système d'authentification personnalisée du chef d'entreprise ou de la personne qui a été nommée par le chef d'entreprise. Donc, chaque personne qui a accès au compte et donc à cette banque en ligne aura un accès propre, personnalisé sur les comptes de l'entreprise pour qu'à tout moment, on puisse définir qui est autorisé à traiter ces opérations et qui a validé les opérations pour qu'il y ait une transparence totale. Et rien ne se fait hors de la banque en ligne, tout ce qui est échange d'informations. Donc là, on était sur le deuxième niveau de service. Et puis après, pour les entreprises qui ont plusieurs banques et qui ont besoin de plusieurs banques, tant au niveau souvent des investissements, de la gestion de la trésorerie, on propose aussi ce qu'on appelle une plateforme d'échange multibancaire. Donc, c'est le troisième niveau d'abonnement où là, depuis un seul applicatif, vous allez pouvoir gérer l'intégralité de vos banques, que ce soit sur l'émission de virements, sur la gestion de la trésorerie, l'émission des prélèvements. Ça, c'est un service qu'on développe de plus en plus parce que je vous parlais tout à l'heure d'accompagnement d'entreprise, il est clair que quand on parle d'accompagnement d'entreprise, c'est aussi dans leur développement et certaines fois, on a besoin d'avoir plusieurs établissements, mais d'avoir toujours la simplicité au niveau de l'utilisation de leur compte. Et ça, c'est un service, le service PEM, qu'on met à disposition de nos clients et qui est très apprécié. Donc, tout ça, et de toute façon avec un protocole IBIX qui permet en fait l'échange d'informations entre les banques. Et toujours, de la même manière, on hausse encore le niveau de sécurité parce que là, on va être sur de la clé numérique pour la reconnaissance des signatures. Donc, qui permet en fait de valider les virements sur tous les établissements bancaires. Donc là, on voit qu'on arrive à s'adapter et on souhaite s'adapter à toutes nos typologies clients et pouvoir répondre en termes de services et aussi de coûts, soyons clairs, le coût de notre de LBPnet, qui est notre premier niveau de banque en ligne, est à 6 € s'il est inclus, dégressif s'il est inclus dans une formule de compte bancaire. Et puis après, en fonction des besoins de service, on va augmenter en termes de réponses techniques et de solutions. Et on en parlait tout à l'heure, Stéphane en parlait tout à l'heure, c'est au niveau aussi de gain de temps, dans les transactions et les durées des opérations. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très, très important. On le constate, parce que vous avez nos pros, il est quand même important qu'ils passent du temps dans leur activité que dans la gestion du quotidien et surtout de la banque. On est d'accord. Voilà, que ce soit simple et Rapide, fiable. fonctionnel, voilà, exactement. Alors, tout en sachant que
toutes les solutions dont je viens de vous parler sont accessibles bien sûr par PC et surtout par le smartphone. Surtout par le Oui. smartphone, toujours dans le même environnement sécurisé. Donc voilà, ensuite, ça on parlait de la gestion au quotidien. Ensuite, je vais aborder simplement les solutions d'encaissement qu'on a, qui sont un petit peu plus innovantes et qui sont accessibles à tout. Je parlais tout à l'heure de l'auto-entrepreneur jusqu'à la PME. Sur les solutions d'encaissement et surtout, on va partir simplement du commerçant qui a un site internet et qui souhaite le développer en faisant de la vente en ligne. Eh bien, on peut proposer à tout niveau de chiffre d'affaires la solution SediusNet, qui est un logiciel qu'on va venir greffer à votre voilà, qu'on va venir greffer à votre site internet et qui va permettre, en définitive, les paiements en ligne par carte bancaire, avec un back-office ou auquel on adjoint un back-office qui va permettre de faire tous vos rapprochements. Et puis, et les modalités de paiement qu'on peut mettre à la disposition des clients, parce qu'on peut greffer, bien sûr, il y a la carte bancaire, mais on peut aussi venir greffer du 3 ou 4 fois, du 3 ou 4 fois sans frais, du 3 ou 4 fois sans frais. Et je dirais que ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à développer de plus en plus parce que depuis le Covid, il y a eu beaucoup de développement, même pour des commerçants ou des artisans, des métiers de bouche aussi, de la commande en ligne. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on constate un développement. Et puis, c'est un fonds de commerce qui est moins cher que racheter un fonds de commerce, Tout à fait. un fonds de commerce physique, et c'est un levier de chiffre d'affaires. C'est un levier de chiffre d'affaires. Après, vous allez me dire, quand on n'a pas de site Internet, tout ne passe pas par Internet. Par contre, on a des solutions de paiement. Donc, si tu peux passer, Ouais, Pascal, sur sur l'autre. la mail, ouais, c'est ça. Hop. En fait, notre système Celius SMS Mail, c'est une solution qui permet d'envoyer, on parlait de factures tout à l'heure, d'envoyer des factures aux clients via un mail ou un SMS, mail personnalisé, SMS personnalisé. Et c'est une opération, ce lien qui va être envoyé par mail ou par SMS va permettre en fait, via le lien, en fait, de payer avec sa carte bancaire, avec sa carte bancaire. Pour faire simple, je prends l'exemple, on l'a mis en place il n'y a pas si longtemps pour un chauffagiste qui allait faire de l'entretien de chaudière et qui se plaignait que sur les petites interventions comme ça, fallait intervenir, envoyer la facture, papier, on mettait le RIB en bas de la facture, c'est où on faisait envoyer le chèque, et qu'il y avait beaucoup de relances pour des petits montants. Il y avait beaucoup de relances pour des petits montants. Et là, ça fait depuis l'année dernière, on a mis en place, avant la saison des entretiens, cette formule Celius, c'était par mail, c'était Celius Mail, et qui permet en fait d'envoyer la facture par mail avec le lien. Le client va lui-même dans cet environnement sécurisé, parce qu'on est sur du 3DS Secure, donc qui est une sécurité pour le client et aussi pour le commerçant en termes d'encaissement. Ce lien va permettre de régler cette facture. La facture, le client l'a en pièce jointe, et puis le paiement par carte bancaire se fait à J+1. Et ça, c'est quand même une solution qui peut être envisagée pour des artisans sur ces types de typologies-là, On l'a même mis en place pour certaines professions libérales sur des petites interventions, par exemple un avocat. Et ça, C'est en un vrai fait, ça souci c'est un vrai souci pour les petits paiements, ce qu'on disait tout à l'heure. Et il faut vraiment que nos artisans soient conscients qu'il faut qu'ils se fassent payer tout de suite, le plus tôt possible sur ces petites choses, parce qu'on a vite fait d'avoir des sommes qui sont dehors quand on cumule tout ça, hein.
Et en fait, ça peut être fait, l'opération peut être faite directement depuis le smartphone sur Ah le lieu ouais? d'intervention en définitive. Ah Vous oui? poussez le mail, le SMS directement en face le client, et ben, le client il peut renseigner en temps réel ses coordonnées bancaires validées et c'est donc à J+1, alors jour ouvré sur le compte de l'artisan, du commerçant, sur le compte de l'artisan du commerçant. Bon, il y a un petit descriptif qui est donc ça, en fait, ça se fait soit depuis le PC, soit depuis l'application Celius, soit depuis l'application Celius. Et après, bah, on a nos services de paiement carte bancaire parce que on l'oublie certaines fois aussi, mais un paiement carte bancaire, un TPE, on peut le mettre en place bien sûr dans un point de vente, mais on peut aujourd'hui, avec le réseau téléphonique, on peut le mettre en place via les normes GPRS, on le met via un TPE GPRS qu'on peut emmener à domicile. Alors, beaucoup les professions de santé, et puis aujourd'hui, certains artisans. Remplir des cubes de fioul, choses comme ça, on le met aussi sur ces bases-là. Sur ces bases-là. Et à ça, on peut adjoindre aussi le paiement en plusieurs fois. J'en parlais pour CeliusNet, mais aussi pour les paiements par carte bancaire. Donc en fait, et à aujourd'hui, et de plus en plus, le nerf de la guerre va être la trésorerie et que ce sont des moyens en fait de faire rentrer la trésorerie plus rapidement. Et je pense que tout un coup, alors tiens, je vais peut-être avoir la question des coûts en fait, hein, je vais sûrement avoir la question des coûts. Pour ce qui est CeliusNet, vous avez des frais d'installation qui sont de 300 € pour le site internet, et puis un abonnement de 18 € par mois, et après bah, vous avez des frais d'encaissement carte bancaire par opération. Alors, ça, c'est en fonction du chiffre d'affaires, mais on va se dire entre 0,30 et 0,50 par opération, 0,30% et 0,50% par opération. Et puis, si je prends Celius SMS ou mail, ça va être 50 € de frais d'installation et 8 € par mois, plus les frais à hauteur de l'intervention. Donc après, il y a un coût, mais je pense qu'à aujourd'hui, euh, quand on prend un peu de recul, quand on se fait beaucoup régler par chèque, si on prend moins de relances, gestion des chèques, les rapprochements aussi qu'on doit faire comptables, aller en bureau de poste ou en agence bancaire pour déposer ses chèques. Je pense qu'on parlait tout à l'heure d'être sur le terrain, l'importance d'être sur le terrain et puis d'être dans son activité. Je pense que si ça prend 1 heure par mois, je pense qu'on sera largement on Ouais. couvrira largement les frais générés par ces solutions et en plus des solutions innovantes qui permettent aussi des fois de se démarquer par rapport à d'autres. Mm. Et du paiement immédiat par rapport au chèque dont on parlait tout à l'heure, Exactement. avec Exactement. Et pas de toutes les retard parce que problématiques de chèque. tout est sécurisé. Ouais. Voilà. Donc, ça a été moins long Ah non, que, mais que Stéphane. Mais après, moi, je suis à votre disposition bah, déjà pour échanger puis répondre aux questions s'il y a des questions. alors je suis en train de regarder, j'ai pas de questions, donc je pense qu'on a été suffisamment clair. On va attendre deux petites secondes avec nos amis auditeurs, voir s'ils ont des petites questions ou pas. Mais bon, oui, c'est des outils sur lesquels il faut que nos entreprises aillent de plus en plus. On en est tout à fait conscient avec tout ce qui est paiement en ligne, paiement sécurisé, paiement rapide. Il faut, voilà, pour beaucoup aujourd'hui, c'est un souci de faire rentrer l'argent, hein. Je le fais très simplement, mais voilà, il faut qu'on mette en place ces outils-là au niveau de nos entreprises. Et puis, ça laisse du temps pour faire autre chose surtout. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah. Alors, on nous demande les coordonnées. Ben, je les joindrai, hein. Je joindrai les coordonnées de nos intervenants. On joindra tout ça dans les supports qu'on va envoyer à nos auditeurs. On va envoyer tout ça. Alors, peut-être pas cette semaine, mais la semaine prochaine, faut qu'on finisse nos replays, qu'on prépare tout ça. Et puis, on enverra les supports, on enverra les coordonnées de nos intervenants sans aucun souci pour qu'on puisse et continuer à échanger avec vous. Euh, voilà. Alors, je ne sais pas si. On va attendre deux, trois petites secondes si on a d'autres questions.
Pour l'instant, on est pas mal. Alors, comme on n'a pas d'autres questions, Ouais. on va finir notre petit webinaire. Voilà. Je vais remettre là où on en était. Voilà, donc pour finir cet après-midi, ben voilà, la suite, ça sera demain avec deux webinaires demain sur la cyberhygiène, hein. Donc, c'est, on va dire, l'entretien, comment on fait pour avoir des outils numériques qu'on gère au mieux avec la notion de mot de passe, de sauvegarde, etc., hein. On préfère ce terme de cyberhygiène à cybersécurité, ça fait un petit peu moins dur. Et puis, l'après-midi, on enchaînera sur un autre webinaire avec on en parle un petit peu tout à l'heure avec un autre outil pour nous permettre de faire de la communication et d'envoyer des informations à nos clients et à nos prospects avec un outil qui s'appelle Brevo, qui était l'ex-Sendinblue, dont on parlera demain après-midi également pour faire le lien avec ce qu'on évoquait tout à l'heure au niveau de la diffusion d'informations. Voilà, le petit rappel sur la petite équipe régionale que vous commencez à connaître. Alors, on insiste bien à chaque fois avec des compétences différentes et complémentaires, hein. C'est ce qui fait un petit peu la force de notre équipe numérique au niveau de la chambre de métier. Donc, on est toujours à votre disposition pour vous aider, vous accompagner sur tout ce qui touche au numérique d'une manière générale. Voilà, donc on va remercier à nouveau nos deux intervenants, Stéphane et Yann, pour leur participation, hein, pour l'apport de connaissances qu'ils ont fait aujourd'hui avec les outils proposés par la Poste. Et puis nous, de notre côté, ben, on va vous souhaiter un bon après-midi et puis on va continuer à préparer cette semaine du numérique. Voilà, merci pour tout et à bientôt. Merci, à Merci à bientôt. vous. Au Bonne fin de revoir. journée. Au revoir.